Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine. La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi tant de haine? Bienvenue, chers auditeurs, pour la 74e édition de Pourquoi tant de haine? Paul Verbeek à l'antenne de RFM. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Charles Martin. Bonsoir Charles. Bonsoir Paul. Alors Charles Martin, vous êtes l'auteur d'une des toutes dernières parutions de la collection Comprendre aux éditions Contre-Culture qui s'intitule Comprendre le transsexualisme. C'est un ouvrage donc de synthèse qui fait 143 pages pour 13 € aux éditions Contre-Culture. Et je vais commencer peut-être, une fois n'est pas coutume, comme on dit, par quelques remarques personnelles. Je connaissais peu, voire très mal le sujet, donc j'ai appris beaucoup de choses. Et puis lorsque ce sujet en fait s'est invité, s'est imposé à nous à partir de je sais pas, à titre personnel, l'exposition, disons, agressive et violente du transsexualisme, c'est pour moi la deuxième moitié des années 2010. En fait, c'était bien avant, mais bon, disons que quand on s'y intéressait pas de près, on pouvait passer un peu à côté. Et ma première réaction, c'était le haussement d'épaule. Le haussement d'épaule parce que on se dit bon, le socle anthropologique qui est attaqué est tellement solide, c'est des malheureux qui sont manipulés. Bon, n'allons pas plus loin. Et puis, face à l'agressivité du placement de produits que l'on voyait à partir de cette époque, dans la presse, dans les médias, dans la mise en avant dans le domaine de ce qu'il est convenu d'appeler la culture, le haussement d'épaule pouvait laisser la place chez certains à des réactions de colère, d'indignation bien légitimes, voire des réactions violentes. Et c'est là que se révèle toute l'utilité d'un comprendre. Parce que comprendre justement le transsexualisme, c'est commencer à mettre le phénomène à sa place, en voir les origines, et puis aussi comprendre que peut-être parmi les stratégies qu'il y a derrière la promotion agressive de l'idéologie queer, sur laquelle on va revenir, eh bien, il y a, disons, aussi la volonté de susciter des réactions de violence irrationnelle, et évidemment, il faut les éviter. Ça ne veut pas dire qu'il faut... ça ne veut pas dire pour autant que l'on souscrit au phénomène en question, mais pour mieux le mettre à sa place et le combattre, eh bien, il faut le comprendre, tout simplement. Et donc, comprendre aussi que la réaction de violence qui ne passe pas par les mots, hein, qui est l'aphasie et la réaction finalement irrationnelle, eh bien, est aussi ce qui est recherché, peut-être, par l'adversaire, une fois qu'on l'aura désigné, n'est-ce pas, dans la promotion de ce phénomène. Voilà, c'était juste un préambule, pour une fois un petit peu personnel sur ce sujet. Et donc maintenant, Charles, je vous donne la parole d'abord pour nous dire peut-être pourquoi vous êtes venu, qui vous êtes d'abord, et pourquoi vous êtes venu à ce sujet. Alors merci Paul pour cette présentation et merci pour cette invitation. Alors qui je suis, j'ai fait des études de base, je suis juriste. J'ai fait des études en droit, j'ai fait une licence en droit. Et après ma licence, bon, en master, je savais pas trop quoi faire et ce qui me plaisait. Donc je suis parti dans un truc qui avait rien à voir, qui était du fiscal, parce que je me suis dit que bon, on pouvait se faire de l'argent assez facilement. Au final, ça m'a pas plu du tout, j'ai détesté. Et c'est tombé mal, c'est tombé en plein pendant le Covid. Donc mauvais souvenir. Et après, comme j'avais quand même envie d'avoir un bac+5, mais que je ne savais pas du tout quoi faire avec le droit, euh, j'ai cherché et il s'avère que mon université près de chez moi,
faisais un master de bioéthique, c'est-à-dire c'était un master de droit, mais qui était complété par deux autres disciplines qui étaient la biologie et la philosophie. Et comme je suis juriste, mais que j'aime bien aussi toucher à ce qui est bio et ce qui est philo, je m'intéresse un petit peu à tous les domaines et je suis assez curieux à ce niveau-là. Ben, je me suis dit, c'est un master qui est fait pour moi. Et d'autant que je prends assez à cœur ces questions. Voilà, il y a aussi un aspect il y a un aspect de passion. Je me passionne vraiment pour ces aspects et c'est vraiment la façon que j'ai eu de donner un nouvel intérêt au droit. Parce que c'est vrai que le droit. Alors en droit, ce qu'on apprend surtout, on l'apprend par un paradigme particulier qui est le paradigme du positivisme que tu connais certainement, le positivisme, même si le mot est est le même, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec comment ça s'appelle? Avec le paradigme, le positivisme sociologique. Mais en gros, on étudie le droit par le positivisme juridique, hein, Oui, c'est-à-dire qu'on c'est-à-dire s'intéresse. c'est la dimension pratique de cette discipline qui consiste en fait à enseigner le droit existant, le droit censément en vigueur, hein, le jus vigens, et non pas la réflexion sur le droit, non pas la Exactement. pensée Voilà. du droit. Là, Mais tu as bon, dit le mot. les bons enseignants en général essaient toujours de glisser un petit peu de théorie du droit en même temps qu'ils font. Hmm. Et puis en réalité, sans savoir qu'ils en font, sans dire qu'ils en font, ils en font hein, de la théorie. Mais bon, ça, Oui, oui, tu nous ça le c'est diras déjà. l'étymologie du droit, oui. Et bon, bref, et donc de fil en aiguille, je me retrouve à faire ce mémoire pour deux raisons. La première, c'est que intuitivement, j'ai toujours été j'ai pas du tout le mot, pas dubitatif, mais j'ai toujours été très circonspect à la façon dont le capitalisme mondialisé, dont je ne me suis jamais, je n'ai jamais eu aucun doute sur le fait que il n'y avait rien de progressiste en fait dans la mondialisation, ou en tout cas dans la globalisation et dans l'uniformisation du monde. Moi, j'ai toujours perçu ça comme quelque chose de réactionnaire et comme pour moi ce que j'appelle l'extrême droite, hein. Clairement, l'extrême droite pour moi, à mon sens, c'est le capital mondialisé et financiarisé. Et j'ai toujours trouvé ça très curieux que ce capitalisme financiarisé fasse autant la promotion du transgenre. Alors, on peut citer Walt Disney, on peut citer, j'ai oublié la marque de la bière qui avait d'ailleurs eu un bad buzz à cause de ça. On peut citer Nike également. Donc, on a plein d'aspects, on a plein d'indicateurs moi, me semblaient euh, qui, euh, qui me paraissaient devoir appeler l'attention. Et à côté de ça, je suis aussi très méfiant et même en alerte sur la très grosse offensive transhumaniste. Voilà. C'est-à-dire que autant du côté de la Silicon Valley comme du côté de bon, une classe dominante qu'on peut appeler une classe dominante progressiste, il y a vraiment une très grande offensive transhumaniste avec cette idée que la nature, alors soit que l'homme est imparfait et qu'il faudrait le corriger via de la prothèse, soit carrément considérer que la nature elle-même est imparfaite et qu'il faudrait, par un processus de rationalisation, la contrôler entièrement. Et le déclic que j'ai eu, c'est quand je me suis rendu compte que le déconstructivisme, donc américain, qui est français à la base, tu connais certainement, tu es plus cultivé que moi, la French Theory, avait partagé avec le transhumanisme ce point commun d'émancipation. Le transhumanisme essaie d'émanciper l'homme de la nature, là où le déconstructivisme essaie de l'émanciper de la culture européenne. Et ce double aspect, pour moi, me semblait, et j'essaie de le démontrer dans le livre, me semble converger dans le transgenre, qui serait alors la médiation. Bon, c'est assez difficile de définir quelque chose qu'on sent profondément nouveau et Hmm. pour lequel il n'y a pas de précédent, mais le transgenre, je sens que c'est cette médiation, ce point, ce nœud convergent entre d'une part le déconstructivisme sociologique et d'autre part le transhumanisme qui partage donc cette émancipation. Pour reprendre les travaux de Cerise, le mot n'est pas de lui, bien sûr, mais oui, l'utopie. Voilà, l'utopie, c'est-à-dire que le monde est imparfait, qu'il faudrait le refaire, le retravailler. Donc voilà, donc j'ai écrit un mémoire sur le sujet, un mémoire de recherche, que j'envoie à Alain Soral. Alors pourquoi est-ce que je l'envoie à Alain Soral? Parce qu'Alain Soral a joué un grand rôle dans
dans ma vie philosophique parce qu'il m'a fait découvrir tout un pan de la philosophie marxiste. Et je pense vraiment que s'il y a quelque chose à retenir de très important de Soral, c'est ça, c'est les efforts qu'il a mis en œuvre pour vulgariser et faire connaître la philosophie, et notamment la philosophie et la psychologie marxiste. Et donc, il m'a fait découvrir un sociologue marxiste qui s'appelle Michel Clouscar, et qui, lui, a utilisé l'outil que je trouve le plus performant, c'est-à-dire qui a montré, qui a expliqué comment est-ce que le progressisme pouvait se coupler avec le capitalisme et comment est-ce qu'il y avait unicité des deux, union des deux, entre capitalisme mondialisé et progressisme. Voilà. Et comment est-ce que la gauche sociale avait petit à petit basculé dans le sociétal. Voilà. Donc, par fidélité intellectuelle, bon, parce que ce sont mes valeurs, je lui ai envoyé. Euh, D'autant que j'ai eu l'idée de faire le livre grâce à lui, puisque je n'avais pas le projet d'en faire un. Et donc, il m'a proposé, alors il ne me l'a pas proposé, il m'a simplement posé la question de est-ce qu'il y aurait moyen d'en faire un comprendre? Moi, je ne savais pas s'il voulait dire est-ce que tu veux que je le récupère et que je le donne à quelqu'un, ou est-ce que tu veux t'en charger? Je l'ai interprété comme est-ce que tu veux le faire? Et ce à quoi j'ai répondu, mais avec grand plaisir. Et puis voilà, je sors donc Comprendre le transsexualisme qui paraît aux éditions Contre-Culture en octobre 2025. Et je suis très content parce que j'ai pu me replonger dans ce travail et notamment élaborer, plonger dans toute la genèse allemande et la genèse américaine que je n'avais pas traitée dans le mémoire original. D'accord. Euh, si on présente en quelques mots ton livre, sa structure, donc dans une première partie, tu fais en fait une histoire une histoire de l'objet, de comment se construit cet objet transsexuel à travers les différentes disciplines médicales, paradigmes médicaux et les sciences sociales qui s'y sont intéressées, jusqu'à nous mener aujourd'hui à l'époque du queer. Et puis, après cette approche un peu, disons, de généalogie des idées, tu as une approche plus, comment dire, euh, enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, hein, tu corrigeras si je me trompe, euh, une approche plutôt, disons, eh bien, on va envisager le sujet à nouveau frais. Qu'en est-il réellement si on aborde les choses avec les outils de la biologie, d'une épistémologie sérieuse et des sciences sociales, du sexe? Et puis enfin, qu'en est-il des personnes transsexuelles et de la réalité ou non du diagnostic et du traitement, et qu'est-ce qui peut être apporté comme réponse raisonnable, comme une réponse qui irait dans le sens du serment d'Hippocrate et non pas dans le sens du lobby pharmaceutique ou d'autres agendas. D'autres agendas. Voilà. Est-ce que cette présentation te convient? Est-ce que tu veux y ajouter quelque chose? Est-ce que je suis à côté de la plaque? Non, non, ton intuition et ton analyse sont très bonnes. Personnellement, l'un de mes grands maîtres à penser, au moins au niveau de la méthodologie, c'est Hegel. Et Hegel part toujours de l'abstrait pour aller vers le concret. Il part toujours des idées et après il montre comment ces idées s'incarnent. Et moi, alors, sans faire du dogmatisme hegelien, parce que ça peut être assez lourd voilà, de le lire au pied de la lettre, l'esprit me plaît beaucoup chez Hegel. Voilà, cette idée de partir de l'abstrait pour aller vers le concret et de montrer surtout comment le processus advient nécessairement et rationnellement, intuitivement. Moi, c'est une méthodologie qui me plaît beaucoup. Donc, moi, c'est quelque chose que personnellement, c'est une méthodologie que j'ai essayé, quand bien mal, d'appliquer. Je ne suis pas philosophe, je ne suis que juriste. Et d'autant que le plan des juristes est assez lourd parce qu'encore une fois, dans le paradigme positiviste, il y a simplement la majeure et la mineure. Et je trouve que c'est un plan méthodologique qui restreint, qui est terriblement réducteur au niveau des idées et de la complexité et du raffinement Ah, il faut dire à nos auditeurs qui, d'aventure, ne seraient ni juristes ni philosophes, hein, majeur, mineur, ce que ça signifie, c'est donc que le raisonnement syllogistique, on pose
une majeure, c'est donc une règle générale, et puis ensuite on envisage un cas d'espèce. C'est ce qu'on fait systématiquement en droit positif, hein, quand il s'agit de résoudre des cas concrets. Bon, surtout dans le raisonnement du juriste français, hein, on pose donc une règle de droit quelconque, hein, la majorité civile est fixée à 18 ans, des choses qu'on trouve dans le Code civil, et puis après, on voit le cas de Robert. Alors, Robert, à quel âge il a? Et puis là, on en déduit, c'est la conclusion du syllogisme juridique, est-ce qu'il est majeur au sens du droit ou pas? Voilà. Et cette manière de raisonner, évidemment, on connaît avec le syllogisme philosophique sur Socrate et la notion d'humanité. Et effectivement, c'est un mode de raisonnement qui est, comment dire, utile, mais bon, qui est assez pauvre, disons, qui n'a pas beaucoup de dimensions réflexives. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, bah, tu l'as Euh, résumé admirablement. alors maintenant, on va entrer dans cette première partie assez, je dois dire hein, qu'en vous lisant, on voyage, hein, parce que on passe par bien des états. Par moments, on en reparlera, mais des moments où on ne sait pas si on lit. Parce que vous citez les auteurs des auteurs queer, par exemple, on ne sait pas si on est chez Dada, enfin, on y viendra. Mais en tous les cas, on voyage beaucoup, puisque cette histoire, en fait, de l'objet transsexuel, de sa construction par les sciences sociales, commençait, alors j'oserais l'expression, commencerait plutôt bien. Ce que je veux dire par là, de manière un peu naïve, réaction un petit peu à brûle pour point, on commence pas chez les fous. Avec Kraft Ebing. Après, bon, c'est autre chose un siècle plus tard, mais vous commencez par quelques auteurs donc, qui nous situent dans l'Autriche-Hongrie de la fin du 19e siècle, et c'est des gens qui s'intéressent à la psychopathie, aux psychopathies sexuelles, qui essaient de décrire les symptômes, qui identifient une psychose transsexuelle. Et bon, comment passe-t-on de ces gens-là à des choses déjà beaucoup plus saumâtres on arrive au début du XXe siècle? Vous pouvez nous décrire ces débuts, cette jeunesse de l'objet transsexuel? Très vaste question. Très vaste question. Pour poser de suite le cadre hein, de mes connaissances, il faut toujours voilà, poser un cadre et ça permet de toujours circonscrire l'objet. Euh, Bien comprendre que la genèse allemande est d'une part le sujet qu'il est le plus difficile de traiter en raison du peu de bibliographie sur le sujet. En réalité, c'est quelque chose qui est en termes bibliographiques, qui est assez maigre. Je me suis appuyé sur un ouvrage de référence que j'ai beaucoup apprécié, celui de Castel, Pierre-Henri Castel, le psychanalyste, que je recommande absolument quiconque veut s'intéresser ou s'intéresse au sujet, La métamorphose impensable, publié en 2003. Mais en dehors donc de ce bouquin, de ce livre français, euh, les trois quarts, voire 90% des sources sont anglaises. Et il y a un manque pas d'homogénéisation, mais les travaux de Castel ou les ouvrages qui vont dans ce sens de synthèse, euh, la discipline gagnerait beaucoup à ce qu'il y ait plus d'ouvrages dans ce sens, voilà, puisque c'est un des rares, si ce n'est le seul en français, à ma connaissance, que j'ai trouvé. Euh, donc, pour revenir à ta question initiale, la question sur Krafft Ebing, le transsexualisme est indissociable donc de son paradigme épistémologique qui est la sexologie. Et la sexologie en tant que paradigme épistémique est indissociable de l'eugénisme. Donc ce sont trois, je ne sais pas comment appeler ça, trois concepts imbriqués les uns dans les autres qu'il faut essayer de manier d'une même main. Ce qui se passe, c'est que le thème de la dégénérescence est ce qui fonde en réalité la sexologie. Et ce qui plus tard fondera l'un de ces, je sais pas comment appeler ça, sa discipline la plus connue, entre guillemets, qui est la psychanalyse de Sigmund Freud, en 1905, dans les fameux je sais plus, 3 k ou 5 k sur la psychanalyse, je sais plus l'ouvrage de référence. Donc ça commence à cette période. Donc le thème de la dégénérescence reste le fil conducteur, le fil rouge de toutes les études
car elles sont totalement fondées sur l'eugénisme. L'eugénisme étant un mot qui est créé par Francis Galton, le cousin de Darwin, en 1883. Vous faisiez référence aux 5 leçons sur la psychanalyse, je Oui, pense. oui, C'est exactement, ça. merci, c'est ça. C'est les 5 leçons. Merci, merci Paul. Pas de problème. Euh, Donc, c'est dans ce cadre, donc eugéniste de la fin du siècle, que Krafft Ebing sort. Alors, j'ai plus les dates en tête, je crois que ça doit être 1892 ou Mhm. 1896. Mhm. Son livre, alors le livre qui, dans le que sais-je que j'ai lu, est considéré comme le premier édifice, la première pierre posée à l'édifice de la sexologie, euh, qui étudie donc les névroses sous le thème de la dégénérescence. D'ailleurs, ça me permet d'apporter une nuance parce que beaucoup imaginent que Sigmund Freud, donc le philosophe viennois allemand, est le père des concepts de sexualité infantile, de névrose, de libido. Il n'en est rien. En réalité, Sigmund Freud reprend à son compte et pour lui, en y ajoutant une anthropologie, des thèmes déjà existants et prégnants. Voilà, il n'a rien inventé dans ce domaine et on pourrait même dire que de ce côté-là, Sigmund Freud est presque un mec de droite, mais bon, j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet. Parce que chez Freud, l'Oedipe est quelque chose de structurant et l'Oedipe ne peut être qu'hétérosexuel, donc bon, bref. Et donc, tu as bien fait de le dire. Donc, au départ, seule l'étiologie de la psychose permet de comprendre le transsexualisme. Voilà, seule l'étiologie de la psychose permet de le comprendre. Euh, Métamorphose sexuelle paranoïaque. Donc, c'est le nom qu'on donne au transsexualisme à cette époque. Et Sigmund le reprend à son compte, alors pas en tant que tel, mais dans un cas qui s'appelle le président Schreiber, que vous pouvez consulter d'ailleurs sur Internet, c'est un livre assez connu de lui, où il associe ça à la paranoïa. Voilà, donc les premiers ouvrages sur le transsexualisme sont essentiellement des ouvrages, on pourrait dire oui, pathologisants, mais avec une dimension très importante, c'est une dimension, on est déjà dans le libéralisme libertaire, parce que Krafft Ebing, s'il considère que les transsexuels sont des fous, ne s'oppose pas ni aux opérations, ni même à ce qui puisse, je vais dire pas exister, mais il n'y voit pas de... Il considère le paragraphe 175, bon, on change un petit peu, mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. Euh, Et euh, pour nos auditeurs, le paragraphe 175, c'est celui de la législation allemande qui pénalise, enfin qui fait d'homosexualité une catégorie pénale, en fait. C'est Exactement, ça. Ouais. exactement. Mais c'est Ouais. Otto von Bismarck qui le reprend pendant ben, le Deuxième Reich, hein, Ouais. après le premier État-nation allemand. Il va piocher ça, alors je ne sais plus où est-ce qu'il va la piocher, cette loi, mais il la réinstitutionnalise. Parce que tu sais qu'avec Napoléon, il y a eu un morcellement, on va dire, du Saint-Empire romain germanique, et que certains, comme Brême, par exemple, ne pénalisaient pas l'homosexualité euh, et d'autres le pénalisaient, et Bismarck a unifié l'ensemble avec le paragraphe 175, ce qui a été beaucoup contesté par les Aufklärung, alors les descendants, pas les descendants, mais les héritiers spirituels des Aufklärung allemands, les Lumières, dont beaucoup se réclamaient également de l'eugénisme. Donc c'est dans cette triple perspective, sexologie, eugénisme et, on va dire, conception libérale du droit, qu'il faut comprendre ce rapport. Oui, d'autant Donc, que comment dire, les jeux d'alliance n'ont rien d'évident ni de fixe, tout ça est dynamique. Et donc, absolument pas. Oui. c'est compliqué. Oui, il C'est pour faut ça que c'est pour ça que c'est très difficile avec nos yeux à nous. Là, c'est Cerise qui est le spécialiste de l'ingénierie sociale, mais on a tellement opposé le réactionnaire d'Adolf Hitler avec le progressisme des Lumières qu'on a du mal à se figurer que un mec comme Krafft Ebing à la fois considère les homosexuels et les transsexuels comme des fous, mais en même temps n'y voit aucun problème à ce qu'ils puissent milite activement contre la suppression du paragraphe 175. Euh, Puisque là, bon, c'est l'aspect militant de la chose. Magnus Hirschfeld, donc, dont on reparlera, fait circuler une pétition en 1892 de mémoire,
pour abolir le paragraphe 175, et Krafft Ebing est parmi les signataires de cette pétition. Donc, il a activement milité pour supprimer la pénalisation de l'homosexualité dans le cadre privé. Voilà, pour dresser un portrait. Alors, une fois que on va être amené aussi à faire poser pas mal de définitions, parce que euh, c'est d'ailleurs comment dire, une des vertus de votre livre, c'est qu'on y apprend la signification de pas mal de mots. Moi qui suis pas versé dans les questions médicales, bah, j'en ai appris beaucoup. Et donc ça, c'est très bien. Mais en plus, il y a le vocabulaire général, d'une part, mais il y a tout le vocabulaire spécialisé qui est lié à cet objet, à l'objet transsexuel. Et là, j'avoue qu'on y perd vite son latin. Donc on va essayer à chaque fois qu'on aborde comment dire, certaines catégories, de les déterminer avec le plus de précision possible, y compris celles qui sont bidons, hein, parce qu'elles ont une rationalité, enfin elles ont un sens, un rôle à jouer, même lorsque ce sont des catégories de l'enfumage, disons. Mais là, jusque-là, bon, on parle donc de psychopathie sexuelle. Euh, bon, et comment se fait la transition avec le matérialisme, ce que vous appelez matérialisme chez Magnus Hirschfeld? On peut dire, pour rappeler pour nos éditeurs, c'est la personne qui s'est fait un nom vraiment autour des opérations et de son institut de sexologie qui était à Berlin, si je ne me trompe pas. Oui, ben, tu fais bien de le mentionner, puisque c'est la figure centrale et on va dire, le premier fondement sur le transsexualisme. Puisque si on considère qu'une chose apparaît avec le mot qui prétend la désigner, ce qui n'est jamais le cas en réalité, hein, ça permet simplement à l'historien d'avoir un point de référence sur lequel se fonder, et après de voir un petit peu ben, les origines, quelles sont les influences non sues de l'auteur, et de voir comment, voilà, on pose arbitrairement une limite. Magnus Hirschfeld est le père du mot transsexuel, puisqu'il le crée en le fondant dans un autre mot dont j'ai oublié le second aspect. Il y a, je ne sais plus ce que c'est. C'est un mot latin en plus. Je crois que c'est transsexuel psychique. Ça doit être quelque chose comme ça. Puisque Caldwell, en 49, lui, utilise le mot de transsexuel psychopathia. Et je crois que Magnus Hirschfeld utilise le terme de transsexuel psychique ou psychologique. En 1923, donc, et j'ai oublié le titre de son ouvrage, ça doit être La Constitution intersexuelle en allemand. Je t'épargne mon accent allemand. Voilà, donc Magnus Hirschfeld est celui qui va instituer, qui va donner un vrai statut médical avec un tropisme militant assumé. Pourquoi je dis un tropisme militant assumé? Puisque Magnus Hirschfeld est lui-même militant homosexuel et homosexuel. Euh, alors, c'est un fils de médecin, il fait des études de médecine. euh, bon, il y a plein d'histoires sur comment est-ce qu'il... Enfin, il y a plein de façons d'aborder la manière dont il est entré dans le militantisme homosexuel, sur lesquels on va peut-être, on va pas s'attarder parce que c'est en plus un sujet que je ne maîtrise pas, euh, puisqu'encore une fois, tout est à faire hein, en termes de genèse allemande. C'est à moins d'aller dans la bibliographie spécialisée, dans les recherches spécialisées, c'est très difficile d'avoir accès à des ouvrages en français, à une bibliographie en français sur le sujet. Le but de Magnus Hirschfeld, de ce que j'ai pu lire, au moins dans l'ouvrage de Pierre-Henri Castel, qui est donc l'ouvrage que j'ai mentionné plus tôt, il est militant au moins à un égard, c'est-à-dire que Magnus Hirschfeld, pour casser la dénomination d'acte contre nature, donc acte contre nature, c'est la façon dont le paragraphe 175 qui pénalise l'homosexualité désigne les pratiques déviantes, hein. Appelle le code pénal allemand, hein, le Strafgesetzbuch, qui dit ça. Exactement, Voilà. exactement. Donc pour casser cette homogénéité, il va essayer de se lancer, alors il n'y a pas que lui, il y a aussi ses collègues sexologues, dans une... Alors
Le mot linéen me plaît. Vous savez, Linné, c'est l'un des premiers paléontologues, hein. C'est celui qui est à l'origine de l'un des premiers arbres, au moins un des ancêtres de l'arbre phylogénétique. Il essaie de faire une ramification entre différentes catégories d'homosexuels pour bien montrer qu'il n'y a pas d'unicité d'actes contre nature. Voilà, donc il y a... En fait, si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'il essaie de faire passer, de transformer une chose qui était analysée sur l'aspect de la qualité différente, hein, et donc binaire, c'est A ou ce n'est pas A, en une analyse en termes quantitatifs. Et C'est donc on exactement peut ça. en fait, on passe de la nature au degré. Nature au sens de la qualité et au degré. Donc en fait, il y a plus ou moins des degrés. Donc effectivement, à partir de là, bah, tout le monde est plus ou moins. Voilà. Et c'est vrai c'est une stratégie habile finalement pour déconstruire comment dire, déconstruire un tabou, en fait, pour le dire comme ça, disons. Bien, Paul, tu l'as parfaitement dit et tu as employé les très bons termes. C'est exactement ça. C'est l'opposition entre la qualité et la quantité, c'est-à-dire relativiser en réalité. Ouais, Le meilleur moyen de c'est ça. déconstruire une catégorie, c'est de relativiser cette catégorie en la mettant en perspective avec d'autres subdivisions. Ce qui est d'ailleurs la méthode du positivisme. Et le problème du positivisme, c'est qu'à la fin, on perd totalement le fait qu'il y a des catégories abstraites. Bon, après, on ne va pas Oui, se et lancer. puis on ne pense plus rien avec le positivisme aussi. C'est Oui, un oui, autre c'est sujet. ça. Voilà, On est on totalement. n'a plus d'outils pour penser. Revenons à nos moutons avec donc Hirschfeld et la déconstruction en fait des catégories fermes par cette classification que tu as justement appelée linéenne. Mm. Oui, et donc le transsexualisme constitue l'une de ces ramifications pour Hirschfeld. Voilà, puisqu'il y a cette idée qu'il existerait. Alors, encore une fois, ce n'est pas chez lui, mais comme il est le père du mot, bon, je dis Hirschfeld par convenance, hein, mais comprenez qu'ils sont d'autres à penser ce qu'ils pensent. C'est la catégorie du troisième sexe. Hirschfeld est persuadé qu'il existe déjà à l'époque, hein, un sexe intermédiaire entre l'hétérosexualité et l'homosexualité. Et d'ailleurs, il a cru voir l'explication de ce troisième sexe dans les hormones, voilà, dans l'apparition, dans la découverte des hormones, hein, voilà. Donc, l'insuline qui sera découverte, puis ensuite les oestrogènes et la testostérone. Euh, mais après, quelque chose qui est assez ambigu chez Hirschfeld, et c'est pour ça que c'est très compliqué de travailler sur le sujet, c'est que en le lisant, il est, selon moi, hein, il est patent que Hirschfeld considère les transsexuels comme des fous, voilà, de la manière que les homosexuels. Ouais, Donc, c'est c'est curieux, vrai. pardon, je reviens là-dessus, mais ça c'est très frappant, c'est qu'il y a un mélange de militantisme et totalement dénué d'empathie. Enfin, c'est frappant hein, quand même ça. C'est la cohabitation des deux attitudes. Oui, oui, c'est après totalement empathie. Il y a cette idée de, je sais pas vraiment, je suis pas. Oui, je vais trop loin en disant totalement dénué d'empathie, mais en tous les cas, le militantisme n'empêche pas de les traiter non plus sans ménagement, on va dire. Disons que le militantisme de Hirschfeld prend le pas sur, à mon sens, l'éthique, oui, très clairement. Ouais, Et des choses qui nous ouais. paraîtraient invraisemblables aujourd'hui, il les pratiquait oui, sans aucun remords. Il y a vraiment cette idée il y a cette idée de se déculpabiliser ou cette idée de déresponsabilisation, puisque les convictions, on va dire, idéologiques prennent le pas sur la thérapie et prennent le pas sur le soin. Voilà, Et alors, c'est Hirschfeld et des gens qui sont dans sa mouvance ou pas, en tous les cas, qui sont ses contemporains, qui vont pratiquer les premières opérations qui sont recensées, Oui, les oui, premières opérations de changement, qu'on appelle aujourd'hui de réassignation, c'est ça? eh bien, les premières opérations, pour ne pas dire, je crois, la quasi-intégralité, hein, sont tous faites dans son institut. Donc, il crée deux instituts. Il crée le comité humanitaire en 92, il me semble, et il crée en 1919 l'Institut de sexologie. Et c'est donc dans l'Institut de sexologie qu'il pratique ces réassignations.
Alors, il travaille en collaboration avec d'autres chirurgiens et d'autres endocrinologues. Donc, on peut les citer. Vous avez Léon Abraham, vous avez Levi Lenz, vous avez Gorbent. Alors, pardonnez mon accent, hein. Qu'est-ce qu'on retrouve également? Max Marcuse, Ivan Bloch. On pourra tout de suite signaler pour les esprits mal intentionnés ou les mauvais esprits que ces personnes qui faisaient les opérations ne sont pas toutes juives. Voilà, Non, 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 non. voilà, pas C'est, toutes. voilà. Euh, et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, ces contemporains pratiquent ces réassignations dans l'Institut de sexologie du Hirschfeld. Et alors, euh, on ne sait pas trop parce qu'il y avait une certaine tolérance. C'était à moitié clandestin. C'est-à-dire que les opérations étaient plus ou moins interdites. Mais de toute évidence, il y avait quand même une certaine tolérance vis-à-vis de ces pratiques. Je n'ai pas creusé le sujet du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y avait cette contradiction en réalité? Comment se fait-il que d'une part, on ait un paragraphe 175 qui pénalise l'homosexualité, donc qui est un paragraphe qui est très intrusif, hein. On a un code pénal qui est très intrusif puisqu'il pénalise même dans l'intimité. Il interdit à des homosexuels consentants de faire l'acte même dans l'intimité. Et de l'autre, qu'un institut comme celle de Hirschfeld puisse exister. D'autant qu'il y a tout ce qu'il y avait à côté. Il y avait ce qui s'appelait des certificats de travestisme, c'est-à-dire, alors de ce que j'ai pu lire, Hirschfeld distribuait avec son institut des certificats qui permettaient à des transsexuels ou des travestis hommes, hein, généralement, de s'habiller en femme et de circuler comme ça sans être arrêtés par la police. Donc on est dans cette société à moitié militante, à moitié savante, euh, donc encore une fois, qui est un objet un objet en termes d'histoire qui est difficile à appréhender dans tous les sens du terme. Ah, Euh, à ce stade, il y a trois choses ouais, qu'il faut qu'on évoque parce qu'ils m'ont beaucoup intéressé. On verra peut-être un petit peu après l'arrivée disons, d'un nouveau paradigme scientifique qui s'empare de la question avec la question des hormones et puis le behaviorisme. Hein, ça joue un grand rôle. La résistance de la psychanalyse qui finalement s'oppose au type de prise en charge qui est poussé par la découverte des hormones et le behaviorisme. Et puis, il faut quand même peut-être qu'on évoque un cas, le cas tout à fait, je ne sais pas si on peut dire exemplaire, mais enfin, le cas de Andreas Spare que vous évoquez, qui est des personnes, je ne sais pas si on peut dire une des victimes, enfin, en tous les cas, qui a été opéré par Hirschfeld. Alors, on commence peut-être par Andreas Spare, et puis après, on verra le passage aux hormones et la défaite de la psychanalyse. hmm. Alors, concernant Andreas Spare, on est dans cette idée que l'on peut corriger l'homosexualité. Donc, Donc, chez on a lui, affaire à un homme qui est homosexuel. C'est ça au départ? on ne sait pas trop, c'est un homme qui s'identifie comme une femme Ah, d'accord. et qui visiblement veut son opération. Alors, est-ce qu'il est... On n'est pas dans son esprit, je ne sais pas, est-ce qu'il est manipulé, est-ce qu'il y croit vraiment? C'est assez difficile à dire, puisqu'encore une fois, notre point de vue et notre analyse sur cette situation est intrinsèquement lié au point de vue des médecins qui l'étudient. Ouais. Et comme les médecins qui l'étudient sont dans ce paradigme que je Ouais. viens de vous expliquer, avec la question des hormones et la question du troisième sexe, c'est assez difficile de savoir qui est cette personne, donc Ouais. Andrea Spare. Euh, la question de la correction de l'homosexualité, si on veut appeler ça comme ça, c'est comme ça que eux l'envisagent en tout cas. Ce sont deux collègues, encore une fois, de Hirschfeld. C'est Eugene Steiner, qui est le père de la vasectomie, et Robert Lichtenstern, qui sont ceux qui pratiqueront le plus de réassignation, de Alors, correction. Alors, peut-être pour nos auditeurs et rappeler le sens de ce terme, hein, vasectomie, en quoi consiste cette opération?
Oui, c'est la stérilisation masculine. Voilà. Stérilisation masculine. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc l'équivalent de la mammectomie ou ça n'a rien à voir? L'équivalent masculin. L'équivalent de... Non, non, c'est l'équivalent de la ligature des Sur trompes des de Trompes. Fallope. D'accord, voilà, Voilà, ouais, c'est c'est la ça. femme, c'est ça. OK. Et, Donc, euh, et donc, il s'agissait de, dans le cas d'Andreas Sparrow, quelle opération a-t-il subi? donc de réassignation sexuelle, c'est-à-dire qu'on l'a castré. On l'a castré, on lui a fait un néopénis. Qu'est-ce que je raconte? On l'a castré et on lui a fait une vaginoplastie. Voilà, c'est ça. Et d'après Castel, donc j'ai trouvé ça dans son livre, ce serait dû à un rejet par son corps des hormones. Voilà. Euh, je crois que c'est ça. J'ai plus les raisons en tête. J'ai plus les raisons en tête. Si tu me permets, je Je t'en peux prie. juste regarder 2 secondes. Donc l'homosexologie. Euh, alors, ah voilà, ça doit être ici. Euh, Ça doit être ici. Voilà, donc en 1930, voilà, donc c'est ça, c'est Hirschfeld qui le transforme en femme, et ce sera Gorband et Lenz Levy à Berlin qui le font. Voilà. Et c'est la greffe d'ovaire, c'est-à-dire il y a une greffe d'ovaire et d'utérus qui a été rejetée par son organisme. Voilà. Et donc il meurt sur la table d'opération en 1931. Et d'ailleurs, son cas est assez intéressant parce que il écrit un livre, donc une autobiographie, qui sera préfacée par un autre collègue de Hirschfeld qui s'appelle Norman R. Voilà, qui est aussi un sexologue libertaire. Euh, donc voilà, ça c'est pour le. Ça c'est pour... Oui, donc cette opération en fait s'inscrit dans la vaste opération qui se pratiquait à l'Institut d'essayer L'idée qu'on est donc dans une pathologie, dans une déviance, et qu'on essaie de corriger cette déviance. Voilà. Et donc les expériences de Liechtenstein, ce sont essentiellement des greffes de testicules d'hétérosexuels sur les testicules d'homosexuels. Puisque comme on est dans le paradigme que ce sont les hormones qui déterminent la sexualité, euh, la logique, bon, c'est comme ça que je le comprends, la thérapie, la cure consiste à faire cette transplantation qui mènera à la mort de centaines de patients. Voilà. Ce qui est Et, intéressant, c'est que c'était pas programmé, comment dire, ce tournant hormonal et enfin, cette nouvelle étiologie finalement de la psychopathologie sexuelle, du transsexualisme, n'était pas inscrit dans les origines, puisque finalement, on était plus près au départ d'un traitement de type psychanalytique, finalement, où on prend le patient et on étudie son cas et on n'essaie pas à toute fin de lui imposer une opération sans retour. et bien là, tu viens de mettre le mot sur quelque chose de très intéressant, puisque c'est exactement la vision qu'avait Sigmund Freud, et en tout cas les disciples de l'école de la psychanalyse. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu un conflit entre les deux? Hirschfeld est un matérialiste, comme beaucoup de ses collègues d'ailleurs, et lui avait à tout prix envie, parce que c'est une conviction personnelle, ça tenait vraiment de la conviction, il avait envie d'inscrire cette question de la sexualité dans le matérialisme et donc dans la nature et les hormones. Freud, lui, ce qui est important de comprendre, c'est que et ça c'est intrinsèque à la psychanalyse, on ne peut pas séparer les deux, il considère la sexualité humaine la sexualité humaine par le complexe d'Oedipe, qui est intrinsèquement dans sa logique une structure hétéronormée, bon, si on va employer les termes queer. C'est-à-dire que la ternarité père, mère, enfant, pour Freud, est une structure élémentaire qui fonde la civilisation, en réalité. Donc lui, il a toujours valorisé une certaine hétéronormativité. Il a toujours essayé de l'inscrire comme une forme de référent. Ce qui déplaît aux sexologues de l'approche matérialiste, puisque ça casse en réalité le relativisme qui peut exister dans la sexologie. C'est pour ça que le paradigme de Freud a de suite été vu d'un mauvais œil, puisqu'en plus, il y a cette dimension chez Freud de réhabiliter le patient dans une structure normative hétérosexuelle, donc en considérant que, par exemple, le transsexualisme est une déviance, et en essayant de faire disparaître
le trouble dans le cerveau du patient. Donc on voit bien que c'est une approche qui, bon, déjà est en opposition à l'hypnose, donc elle n'est pas intrusive psychologiquement, mais on voit bien que Freud essaie de réhabiliter le patient sans intervention médicale, sans intervention chirurgicale, et uniquement en questionnant les fractures oedipiennes qu'il peut y avoir. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a de suite d'emblée eu une opposition très forte entre les deux, au moins au niveau du traitement à administrer. Oui, c'est frappant. Et alors, cette opposition, elle va aller croissant avec l'étape suivante qui est la fin de la période allemande, finalement, de cette genèse allemande que vous avez bien décrite du transsexualisme, puisque, disons, on va dire que l'arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes va siffler la fin de la récréation pour un certain nombre, pas pour tout d'ailleurs, enfin, c'est compliqué, mais en tout cas pour l'Institut de sexologie de Hirschfeld. Voilà, bon, c'est comme ça. Ce petit monde va aller à l'ouest. Hirschfeld va mourir sur la côte d'Azur, vous nous l'apprenez, c'est amusant. Il Beaucoup est à vont partir, côté, il est à Nice. voilà, chez Estrosi, voilà, tout va bien. Sinon, ce petit monde va aller aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils vont se retrouver avec d'autres exilés qui, eux, sont psychanalystes, mais comme on va le voir, pas d'accord du tout avec leur manière de faire. Et là, il y a un bond technologique que vous décrivez bien. Et comment les choses se passent-elles? Comment finalement l'après-guerre va être marquée par une victoire d'une épistémologie behavioriste, du traitement par les hormones et à coups de scalpel sur le traitement, disons, par la psychanalyse, et donc un traitement qui valorise le patient et est infiniment moins intrusif. Eh bien, tu décris très bien le processus, tu le synthétises très bien, c'est exactement ce qui va se passer. On va avoir une migration vers l'ouest, donc vers les États-Unis, pour nos auditeurs, de ces intellectuels sexologues. Alors, on peut l'aborder sous plusieurs angles. On peut l'aborder par les personnages clés, on peut l'aborder par les paradigmes. Si on essaye de trouver, on va dire, une médiane entre les deux, très rapidement, pour brosser un portrait, la psychanalyse aux États-Unis, vous savez comment elle arrive. Donc, elle arrive avant le départ de Freud, de Ferenczi et Jung, hein, vous connaissez le voyage. Je ne sais plus en 1905 ou 1906, je ne sais plus quand est-ce qu'ils partent. Donc Freud introduit la psychanalyse avec ses deux compères à ce moment-là, même si les Américains en avaient entendu parler un petit peu avant. Et ce qui va se passer, c'est que la psychanalyse américaine s'est de suite retrouvée face à une médicalisation assez importante de ce domaine. Donc on perd l'aspect philosophique anthropologique que Freud avait quand même insufflé à la base à ce paradigme, et on retrouve quelque chose de très encadré par la psychiatrie en réalité. Et ça se traduit assez facilement, c'est-à-dire que les institutions américaines, notamment la ville de New York, vont interdire à toute personne autre que les psychiatres de pratiquer la psychanalyse. Donc c'est quelque chose qui est strictement réservé aux médecins dans un premier temps. Et ce joli paradigme que la psychanalyse coévolue avec un autre paradigme qui s'intéresse lui aussi aux sciences de l'esprit, qui est le behaviorisme. Pour expliquer très rapidement la différence entre les deux, c'est très simple. La psychanalyse, elle considère que tout n'est que construction. C'est-à-dire qu'il y a un noyau, un conflit oedipien qui est à la base de la structuration de l'être humain, et qu'à partir de là, quand un humain est malade, quand une personne est malade, il faut essayer de retourner à ces structures, à ces stades, hein. Freud parlait de 4 stades, à ces 4 premiers stades pour essayer de savoir ce qui, dans le développement de l'enfant, a posé problème et a amené à cette névrose. Le behaviorisme ne réfléchit pas du tout comme ça. Lui, il dit l'inconscient, pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a uniquement que des patterns, que du comportement, et il n'y a que ça. Il n'y a que. Et c'est une approche beaucoup plus quantitativiste, donc commode, Exact. enfin très pratique pour réclamer de l'argent, pour faire des publications où on peut exhiber des tableaux, des chiffres. Et les Américains adorent ça, on sait, ça fait des ravages dans tous les domaines. Enfin, bon, Exactement, oui, c'est ça. C'est c'est- dans ça. Bon. Euh, et effectivement, la psychanalyse, on est dans un autre univers sur le plan des sciences de l'esprit de ce point de vue-là. Oui, c'est le behaviorisme est une. Alors, à mon sens, après, voilà, c'est les spécialistes diront ce qu'ils voudront, mais on est dans une régression terrible à tous les niveaux avec le C'est une behaviorisme. épistémologie très très pauvre. Ah Mm. oui, oui, Bien sûr, bien sûr.
nous sommes d'accord. Et pour les personnages clés, donc, bon, sans vouloir faire une chronologie qui dure des plombes non plus, mais une personnalité que vous connaissez certainement, qui est Alfred Kinsey, qui va initier donc la sexologie aux États-Unis. Et alors quelque chose que j'ai appris en travaillant sur l'ouvrage, Kinsey s'est beaucoup inspiré, et non seulement s'est inspiré, mais a activement regroupé et retrouvé les archives de l'Institut de sexologie de Hirschfeld. Voilà, donc c'est une entreprise qu'il a commencé dans les années 40, et je ne sais plus s'il a réussi à tout réunir, mais il a réuni une grande partie de sa bibliothèque, et il fera la rencontre via l'un de ses collaborateurs de Harry Benjamin, qui est donc l'un. Alors, je dis que c'est l'un des disciples, il est le disciple de Hirschfeld, au moins sur le plan intellectuel, puisqu'il connaissait très bien Hirschfeld, il connaissait aussi Steinhardt, donc le père de la vasectomie. Et Harry Benjamin sera donc le relais de la sexologie matérialiste et du transsexualisme dans sa vision matérialiste aux États-Unis. Euh, donc, ce qui va se passer, c'est concernant en réalité le basculement de la prise en charge du transsexualisme, c'est qu'elle s'accompagne également d'un basculement en fait du paradigme, d'un paradigme entier aux États-Unis, qui est le passage de la psychanalyse au behaviorisme. Ce passage, il s'amorce dans les années 60, il se concrétise dans les années 70, dont on va dire que le point, la révolution, c'est 1973, voilà, lorsque l'homosexualité est retirée du DSM, donc comme trouble Donc le DSM, de psy. c'est un catalogue de pathologies. On peut Oui, le. Ouais. eh ben, pour les auditeurs, le DSM, c'est un livre qui est publié, bon, périodiquement, mais c'est assez inégal, par une institut américaine qui s'appelle l'Association américaine de psychiatrie, donc qui revoit en fait ces périodiques, hein, c'est c'est pas régulier, il y en a cinq, on est à la cinquième édition qui date de 2013, et donc celle de 62 a utilisé, donc en 62 c'est la deuxième édition, qui utilise la psychanalyse comme paradigme dominant, et le DSM-3 c'est celle qui va opérer le renversement, qui est publiée en 1980, sous l'impulsion de Robert Stricker, donc un. Ouais. Et on peut aussi insister là-dessus. Il faut que les auditeurs en aient conscience. Moi, j'ai découvert ça. C'est qu'il y a eu de vrais combats, de vraies controverses, de vrais débats houleux aux États-Unis sur cette prise en charge, hein, entre d'une part donc les psychiatres influencés ou non par la psychanalyse, et d'autre part la prise en charge hormonale et chirurgicale. C'était une bataille à couteau tiré. Où bon, finalement, les psychiatres ont perdu, et les psychanalystes aussi, mais avec comme enjeu ben, les malheureux qui réclamaient ou pas des opérations, en tout cas qui pouvaient se trouver soit traités par des consultations de psychiatrie, soit passer, prendre des potions et passer sous le bistouri des chirurgiens avec deux cas qui ont été très médiatisés, que vous abordez, le cas Jorgensen, et le cas Agnès. Alors, le cas Jorgensen, peut-être en dire un mot parce que comment dire, ça a vraiment indigné les psychiatres. On se dit, mais qu'est-ce que vous avez fait à ce malheureux? Est-ce que vous êtes sûr qu'il voulait ça? Est-ce que c'était son intérêt? Nous, on n'aurait pas fait comme ça. Mais merci Paul, c'est la transition que j'allais faire. Tu vas plus vite que moi. Euh, la castration, donc castration et construction donc et vaginoplastie de Jorgensen, donc qui est le cas emblématique de cette période, a été critiqué de façon très virulente par les psychanalystes en tant que psychiatres. C'est-à-dire que ce sont clairement en tant que médecins qui se sont exprimés. Et le scandale, c'était, attendez, vous avez réellement castré un homme sans aucune introspection psychique et sans consulter les psychiatres. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui a scandalisé le monde de la médecine à l'époque, puisque en plus de cela, Jorgensen est admis non pas comme transsexuel, puisque le mot, même si le mot existe, il est très peu connu, il est véritablement admis comme un homosexuel. C'est-à-dire que l'équipe donc danoise, hein, si on veut replacer, donc on est en 1952, on est au Danemark, voilà. Et Jorgensen, oui, se fait castrer sans aucune analyse ou sans
sans l'intervention d'un médecin. Et il y a vraiment cet aspect consumériste, voilà, cet aspect consumériste, cette intervention au mépris de toute analyse psychique. Donc, qui se traduit d'ailleurs par des lettres qui seront, des courriers qui seront envoyés. Je n'ai plus le nom des psychanalystes en question, mais vous pouvez le trouver assez facilement dans le bouquin. Je crois que je dois l'aborder autour En tout cas, Stoller des était pages Robert Stoller, 36, le 37. psychanalyste, un des psychanalystes importants, je crois. Oui, oui, et donc Euh, l'un des psychanalystes. Oui. bah, il s'est opposé, enfin, il s'est opposé, il a critiqué avec beaucoup de virulence et de fermeté cette pratique. Et tu fais bien de le dire, donc l'un des psychanalystes qui s'oppose à ça, c'est Robert Stoller. Euh, pour la bonne et simple raison que lui, il avait une conception très claire en réalité de ce qu'était le transsexualisme. Pour lui, le transsexualisme vrai, ce qu'il appelle les véritables transsexuels, sont les transsexuels qui développent ce trouble de l'identité de genre pendant l'enfance, par une relation symbiotique pathologique entre la mère et son fils. Et pour le reste, il les sépare très clairement de ce qu'il appelle les transsexuels secondaires, qui eux le sont devenus sur le tard. Et pour lui, ces personnes-là, la chirurgie et l'intervention chirurgicale et hormonale ne s'imposent pas nécessairement et demandent à analyser le patient dans sa singularité, essayer de comprendre comment est-ce qu'il en est venu à faire cette demande. Et donc là, on a une subdivision, encore une fois, des cas différents. Et donc oui, lui, il écrira de nombreux articles, hein. Il critiquera deux choses notamment. Il critiquera le fait que les biais, en fait, les biais méthodologiques, c'est-à-dire est-ce que les patients sont véritablement satisfaits de l'opération, puisque vu une fois qu'on les opère, on ne sait, il n'y a plus de retour en arrière possible. Voilà. Et ça, quand on a une vision du normal et du pathologique qui s'inscrit dans la psychanalyse et qu'on a aussi une vision, on va dire, de réhabilitation, quand on a une approche médicale par réhabilitation, faire perdre une normativité, puisque c'est ça en réalité, on fait perdre à ces individus leur normativité sexuelle, leur normativité de procréation, on les rend dépendants de divers artefacts. Et donc quand on a cette approche, on va dire assez... euh, je ne sais même pas quel terme employer, c'est même pas conservatrice, mais simplement curative. Oui, Stoller a très fermement dénoncé. Prudente, déjà. Oui, prudente, oui, ne serait-ce que prudente, tu as raison. Voilà, Stoller a dénoncé, il n'est pas le seul, hein, mais comme c'est une figure assez emblématique de la médecine transsexuelle, c'est bien de le mentionner. Donc, il y a divers articles, il y en a un où il critique justement les biais de la médecine. Et un autre article dans lequel il explique bien qu'il ne peut y avoir qu'une seule catégorie de transsexuels qui reçoit l'opération et qui reçoit l'opération au prix d'une analyse qui peut durer 1 an, voire 2 ans, hein, qui s'étend sur plusieurs années. Ce sont véritablement les transsexuels qui ont développé telle pathologie pendant l'enfance avec leurs parents, hein, absence du père symbolique, au moins symbolique, et relation pathologique symbiotique avec la mère. Et pour les autres, il faut voir au cas par cas, ne pas accorder la thérapie demandée par le patient, et, ou alors vraiment, cas de force majeure. Et on pourrait parler aussi de Lochstein. Alors Lochstein, Leslie Lochstein, c'est encore au-dessus, parce que lui a tout fait, mais véritablement tout fait, il fait tout pour limiter au maximum l'intervention chirurgicale et hormonale. Voilà. Et alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des thérapies de groupe. Voilà, parce qu'il s'est rendu compte qu'en groupe, les transsexuels arrivaient à se vendre, enfin, pas à se vendre, mais à euh, le, le- je dis vendre parce que c'est vrai ils sont assez prudents, ils sont assez méfiants hein, vis-à-vis de l'analyste, mais ils arrivent plus facilement à parler de leur passé. Voilà. Et c'est là d'ailleurs où il se rend compte qu'il y a beaucoup de troubles psychiques graves. Alors lui, il émet l'hypothèse suivante, c'est que le transsexualisme serait une défense de la psychose. Voilà. Donc c'est un paradigme comme un autre, hein, c'est une théorie comme une autre, hein, je dis pas qu'il a raison, mais ce serait une défense contre la psychose. Voilà. Et donc lui, oui, c'est celui qui dénonce et qui a le plus dénoncé les réassignations chirurgicales, voilà, sur le plan éthique. Merci Charles. Parvenu à ce stade, je crois qu'on a besoin de faire une pause. Donc je vous propose une pause musicale avec la musique introductive de la bande son d'Orange Mécanique
de film de Kubrick, 1971. On se retrouve après. De retour, chers auditeurs, pour la suite de cette émission, après cette pause musicale. C'est peut-être une sorte de devinette, finalement. Pourquoi est-ce qu'on a écouté ça? Je vais vous le dire juste après. Tout d'abord, une page de pub. Vous savez que les éditions Contre-Culture donc, publient un certain nombre d'ouvrages. C'est déjà maintenant une bibliothèque très conséquente, avec notamment cette collection des Comprendre. Et puis, Noël arrive et Contre-Culture a sorti des séries de coffrets. Intéressez-vous-y pour trouver des bonnes idées de cadeaux. Il y a des coffrets Russie notamment, très très bien pensés, très bien conçus, très beaux. Rendez-vous sur le site des éditions Contre-Culture. Alors pourquoi avoir écouté la musique d'introduction de Orange Mécanique, le film de Kubrick 1971? Eh bien, cette musique qu'on a entendue est une transcription d'une pièce de William Purcell, écrite pour les funérailles de la reine Marie, si je me souviens bien. Et c'est une transcription pour orgue Moog, M2OG, un orgue qui était pratiqué, qui était beaucoup utilisé par un musicien à l'époque américain qui s'appelait Walter Carlos. Alors, je dis Walter Carlos parce que Walter Carlos a changé. Walter Carlos, progressivement, dans les années 70, s'est fait appeler Wendy. Et puis, il a dit qu'en fait, il s'était senti femme depuis le début. Alors, bon, c'est vrai que il y a des interviews de Walter et Wendy Carlos qu'on trouve sur YouTube. Bon, vous en jugerez par vous-même. Voilà. Bon, c'était pas un déménageur avant, hein, ça c'est sûr. Hein, on s'en rend vite assez compte. En tout cas, c'était un musicien de talent. Et il a donc composé cette musique pour Kubrick. Et certaines transcriptions de Beethoven, Rossini, dont il se sert puis des musiques originales aussi pour Orange Mécanique. Et donc, Walter Carlos est devenu Wendy Carlos, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il s'est fait appeler, et puis il a entrepris une chirurgie comme on dit, donc de réassignation de genre dans le langage américain de ces Gender Affirming Surgery en 72. Voilà. Donc, pourquoi on a écouté ça? Alors, on revient à nos moutons avec la résistance des psychanalystes à cette prise en charge par les hormones et le bistouri de la psychopathologie sexuelle. Et il y a une chose qui me semble importante de signaler, c'est que, en fait, dans la position des psychanalystes, il y a cette idée que non pas le patient est un enfant,
mais simplement, on ne peut pas le laisser décider tout seul, on ne peut pas se fier à l'affirmation d'une volonté, à l'énoncé d'une volonté pour opérer des changements aussi brutaux et radicaux que le changement de genre. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que vous êtes juriste, Charles. Donc, vous voyez bien qu'il y a ça me fait penser aussi à des oppositions qu'on trouve dans la philosophie du droit en termes pour la théorie du droit autour du contrat, hein, où il y a une théorie subjectiviste, volontariste, et une théorie objective. Sur le contrat. Ben là, il y a la même chose, un peu le même genre d'opposition. Les psychanalystes disent non, 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 vous pouvez pas, c'est pas parce que Tartampion a signé, a émis cette volonté, peut-être dans un moment d'égarement, d'abandon, de faiblesse, etc., que cette volonté doit être prise au sérieux et doit entraîner des conséquences aussi radicales. Non, il faut travailler avec lui dans la durée, longuement. Il faut que l'énoncé de sa volonté soit en plus assorti d'un agrément, en tout cas médical, et pas n'importe lequel, puisque le psychiatre va parler de lui-même, hein, de sa psychiatrie, enfin, de sa pratique, en tous les cas. Et enfin, pour ma part, j'ai vu vraiment quelque chose un anti-volontarisme très intéressant, et j'ai tout de suite rapproché de ce qu'on connaît en philosophie du droit dans cet ordre d'idées. Alors, tu fais des interventions très riches, hein, il y aurait toujours de quoi épiloguer pendant une bonne heure, mon cher Paul. Pour revenir rapidement, je ne connaissais pas Walter Carlos, mais c'est vrai qu'il y a cet un tropisme, on va dire, artistique, transsexuel assez prégnant. Alors moi, sous le nez, par exemple, j'ai Michel-Marie Poulain, voilà, qui est un peintre français, hein, qui lui aussi a fait une réassignation en 1946. Voilà. Ah oui, donc Euh, précoce, très précoce, enfin, et- si j'ose dire. Enfin, a été un des premiers. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup chez les artistes, alors qu'on appelle des performeurs. Bon, là on est dans l'art contemporain, donc je ne prétends absolument pas avoir une expertise sur le domaine, mais bon, simplement pour dire que ça existe. Et oui, tu fais bien de mentionner la théorie donc du contrat, oui, et la théorie de. Alors, moi, ce qui me vient en tête, c'est l'opposition entre contrat et institution. Tu sais, le contrat, c'est l'échange de l'accord de volonté. L'institution, au contraire, c'est quelque chose qui fait durer. Je pourrais t'en parler des heures d'ailleurs, parce que l'institution fait intervenir Carl Schmitt oui, mais bon, Pierre Legendre, et justement, Pierre qui est lié à la Legendre. psychanalyse. Et, Et, ouais. pour une prochaine émission, avec Oui, plaisir. on fera ça, on fera ça. On laisse de côté, on referme le tiroir. Parce que Laissons de côté. Et Et alors, oui, je t'en prie. oui, pour revenir sur le transsexualisme infantile, c'est vrai que là, la question de la prudence s'impose d'autant plus. Et vois-tu à quel point la vision du normal et du pathologique, ou en tout cas la vision de la normativité, est importante? Si on considère dans une approche queer, déconstructiviste, que l'enfant a une identité qui est fluide et que c'est la société patriarcale qui lui impose cette identité, eh bien, tu vois que déjà d'emblée, la théorie, l'approche psychanalytique est déjà perçue comme transphobe parce qu'on fait disparaître une identité qui, les queers nous disent, mais est déjà là, est déjà antécédent à la civilisation. Alors que dans une perspective, on va dire presque hegelienne, constructiviste, qui part du principe que ben, l'homme est le résultat d'une histoire, on va dire, mais non, pas du tout. Il n'y a pas de fluidité de genre chez l'enfant. Ou en tout cas, si cette fluidité elle existe, mais elle est très pauvre en réalité. Et la normativité, c'est justement apprendre la différence entre l'homme et la femme. Et c'est comme ça que l'enfant se sociabilise véritablement dans le monde, en apprenant une limite. Voilà, donc tu vois déjà que le paradigme et la façon dont tu vois la chose, voilà, et on pourrait étendre aussi la vision avec volonté et institution, c'est-à-dire le libre consentement, euh, je fais ce que je veux, pour le dire très simplement, ou au contraire, non, le conservatisme, l'institution, tu ne fais pas ce que tu veux, tu es dans une civilisation particulière, avec des règles particulières. Donc tu vois déjà que la question politique s'immisce déjà dans la question médicale, voilà, et qu'elle est fondamentale à comprendre pour bien comprendre l'approche que les médecins ont, surtout vis-à-vis d'une question aussi sensible qu'est le transsexualisme infantile. Il y a une étape très importante parce que on a déjà prononcé le mot queer, donc il va falloir qu'on aborde ça, mais
pour y arriver, il faut qu'on aborde ces mini-révolutions qui se font au cours des années 70-80, que tu décris très bien dans ton livre, qui est en fait, après avoir, comment dire, l'approche endocrinologique et behavioriste, après s'être imposée, donc, et avoir assuré le triomphe du scalpel et des hormones face à la psychiatrie, il y a cette nouvelle métamorphose qui consiste en fait à, comment dire, à remplacer en fait le paradigme matérialiste par un paradigme purement culturaliste. Et se dire finalement, si j'ai bien compris, tu te corrigeras, hein, ces gens-là qui ont demandé une réassignation par la chirurgie, en fait, il suffisait de les écouter et que la société accepte leur demande de s'identifier comme femme ou comme homme, ou si c'est le contraire, bon, pour qu'ils aillent bien. Et donc, alors là, on arrive à le subjectivisme total. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus la référence à quelque chose, à ce qui était un bricolage avant, mais qui était quand même enfin, qui était une mutilation, mais bon, qui était quelque chose d'inscrit dans l'organique, malgré, enfin l'organique, mais si dans l'organique. Et là, c'est la pure arbitraire, pure volonté. Alors, c'est quand même là, il y a un nœud, il me semble. Un nœud, enfin, je crois que ça mérite quelques développements. Oui, tu as mis le doigt sur quelque chose de très intéressant, tu l'as très bien dit, la transition entre vision matérialiste et vision culturaliste. Et ce qui est très intéressant, alors d'ailleurs, le militantisme, ce militantisme-là, j'aurais pu en parler plus longuement dans le bouquin, on développera si tu veux, mais c'est intéressant en réalité, cette vision culturaliste qui vient. Là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. Le culturalisme, on va pas Oui. épiloguer des heures sur ce que c'est. Très rapidement, c'est une branche de l'anthropologie qui a été initiée par un Américain qui s'appelle Boas et qui ensuite a connu diverses écoles. Voilà, il y a eu le fonctionnalisme. Enfin, bon, voilà, il y a plein de subdivisions. Celle qui l'a étudié avec le genre, c'est Margaret Mead, que vous connaissez peut-être, qui l'a étudié au travers des sociétés en montrant que le genre était quelque chose de plus complexe, même si on n'emploie pas le mot, mais que bon, la différence entre l'homme et la femme variait selon les civilisations. Donc bon, c'est quelque chose de très long et de très compliqué, et je ne prétends pas avoir une expertise non plus sur le domaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces anthropologues, donc ces culturalistes, vont se servir d'un concept qui a été initié par John Monnet. J'espère que vous suivez intuitivement. Je sais que c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses, on est à la croisée de plein de choses. Elles vont utiliser un concept qui a été initié par un Américain qui s'appelle John Monnet, qui est le spécialiste des hermaphrodites. Et donc John Monnet, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il se rend compte que certains hermaphrodites développent une identité de genre qui ne correspond pas à leur identité de sexe qu'ils devraient avoir. Et à partir de là, il hypostasie le fait qu'il y a une différence entre le genre et le sexe, même si on retrouve cette distinction dans des travaux antérieurs. Mais vraiment, c'est lui qui apporte le bagage le plus important. Et les anthropologues féministes culturalistes vont se servir de ça, intégrer le genre pour remettre en cause la différence, la binarité entre l'homme et la femme. Voilà, dans les grandes lignes. Et donc, tu l'as dit donc on perd complètement la notion institution, on s'en réfère uniquement au subjectivisme. Cela initie la toute nouvelle thérapie, la toute nouvelle prise en charge du transsexualisme qui s'appelle désormais la dysphorie de genre. Voilà. Désormais, il n'est plus question d'analyser le trouble en fonction d'une normativité hétéronormée ou d'une normativité de référence, hein, une norme, mais il suffit juste d'écouter le patient. Voilà. Si le patient n'arrive pas à s'adapter dans son rôle de genre, d'accord, c'est comme ça qu'il l'appelle. Il ne faut pas se référer à une norme extérieure. Si le patient n'y arrive pas, c'est qu'il n'y arrive pas. Il faut se contenter de lui administrer un traitement. Voilà. Donc on arrive vraiment, donc on est dans le behaviorisme à fond. On arrive vraiment dans cette idée de un symptôme, un traitement, une pathologie, un médicament. Voilà. Ce qui est d'ailleurs toute
la clinique d'aujourd'hui, hein. Excuse-moi de le dire, c'est totalement ça. Et c'est pour ça que la médecine américaine et ce qu'on appelle Big Pharma, en réalité, se reçoit des critiques de toutes parts, parce qu'on a vraiment cette idée de symptômes égale médicament et, euh, et voilà tout. Voilà. Euh, concernant, et je voulais juste conclure très rapidement sur un dernier point. Donc, on a parlé de monnaie, on a parlé, oui, et je voulais te dire que, et c'est intéressant parce que ces deux aspects, et là, ça vient rejoindre d'ailleurs le thème de mon travail de recherche, ces deux aspects que l'on pense disjoints, donc culturalisme et, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais on voit que le transhumanisme aujourd'hui, bon, même si on s'écarte peut-être du sujet, mais fait très bon ménage avec le culturalisme. C'est ça qui est Mm. intéressant. On a des féministes et des anthropologues qui n'arrêtent pas de nous dire que le genre n'est pas le sexe, qu'il y a une différence entre les deux. Et pourtant, cette thérapie de réassignation est totalement médicalisée de A à Z. Le patient prend des hormones, de la testostérone, des bloqueurs de puberté. Donc, une, un phénomène d'ingénierie sociale. On nous explique textuellement dans la lettre qu'il y a différence entre les deux, mais réellement et matériellement, on voit très bien que les deux, non seulement ne se critiquent jamais, parce que moi je n'ai jamais entendu une féministe critiquer la médicalisation de la dysphorie de genre, et inversement. Donc on a en apparence un conflit, mais dans le réel, on a un très bon ménage qui est fait entre Mm. l'approche, on va dire, behavioriste endocrinologue, et de l'autre, les féministes déconstructivistes. C'est un paradoxe assez intéressant. Ouais, il y a ce que les gens disent, ce qu'ils font et ce qu'ils disent qu'ils font, hein, toujours. Bon, c'est certain. Et alors, un autre point qui est clé, que tu évoques dans le livre, c'est l'immunité pénale des médecins. Et ça, c'est très important. Alors, c'est lié aussi à cette expression de la volonté. En fait, c'est le moyen pour les médecins, cette expression de la volonté de chirurgie, de se réassigner un genre, le moyen pour, au cas où le patient euh, exprime des regrets, l'opération a mal tourné, ou Dieu sait quoi, eh bien, il se retrouve complètement démuni et le médecin est protégé. Il peut pratiquer sans aucune espèce de restriction. Comment dire, c'est médecine brutale, si on peut dire. Oui, ben exactement, tu fais bien de le dire. Alors, on est dans un travail de vulgarisation, donc on le répète toujours, dans les faits, c'est plus compliqué que ça. Tous Oui, les médecins ne sont pas comme ça, bien bien sûr, évidemment. heureusement. Et ça dépend du droit, qu'on soit aux États-Unis ou en France, le droit n'est pas le même, Bien évidemment. sûr. Mais en termes de vulgarisation, oui, c'est parfaitement acceptable Est-ce de que présenter. le juge, alors le paradoxe que tu soulignes pour le cas américain, c'est le juge qui s'en remet en cas de regret du patient à l'expertise, qui va être la vie médicale. Donc en fait, c'est le fautif qui. C'est comme si on demandait à un criminel, à votre avis Tu as une des transitionneuses, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout Oui, des femmes qui regrettent. Elle va voir le juge. Elle lui explique, Monsieur le juge, on m'a opéré et visiblement, ça n'a pas été fait dans le cadre de la science. Le juge n'est pas médecin, donc il va voir le médecin qui l'a opéré, il va dire, est-ce que vous avez agi dans le cadre de la science? Le médecin va lui dire, ben regardez le DSM. Le DSM, il va dans mon sens. Les institutions américaines du transsexualisme, qui sont tous queer d'ailleurs, vont toutes dans mon sens. Donc c'est parfaitement médical. Le juge se retourne vers l'expert, et l'expert, qu'est-ce qui peut être d'autre l'expert à part être un médecin? Donc il va voir l'expert qui est également médecin et qui fait également partie de l'ordre des médecins. Et le médecin expert lui dit, mais oui, il a raison, regardez, dans les textes internationaux, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Et donc le juge dit, écoutez, donc à la victime, vous serez indemnisé, clairement, voilà, il y a une caisse, bon, et encore, c'est pas sûr, ah, l'ONIAM donc, va prendre en charge. elle pourra, enfin, comment dire, au procès civil, il y aura quelque chose, quoi. Mais on n'a pas de fautif, voilà, on n'a pas de Oui, pas fautif, de, puisque ouais, le médecin peut se dédouaner en disant, d'accord. mais non, moi j'ai agi Ouais, dans le cadre de la science, j'ai agi par nécessité médicale, et la littérature internationale va dans mon sens. ouais, Et ouais. d'ailleurs, c'est tellement vrai on voit qu'en 91, d'ailleurs, je cite l'arrêt de mémoire, c'est un arrêt de la Cour de cassation, la Cour de cassation a confirmé, euh, elle n'a pas confirmé, mais elle n'a pas censuré la Cour d'appel, un arrêt de la Cour d'appel qui condamnait un médecin
fautif, donc dommage-intérêt, qui avait castré un transsexuel qui ensuite s'était suicidé parce que l'opération lui avait déplu. Comme on est en 91 et que le cadre médical n'est pas encore très bien fixé, sans doute, alors je sais pas, je ne suis pas allé fouiller l'arrêt, mais sans doute que le cadre médical n'était pas fixé à 100% et que le juge a condamné le médecin sur ce fondement. Mais aujourd'hui, bon, avec aujourd'hui, qu'est-ce que aujourd'hui, le droit est différent. Il y a une vision qui est beaucoup plus subjectiviste en plus. On a une vision des droits de l'homme qui est beaucoup fondée sur le sujet de droit, les droits subjectifs. On a des normes médicales sur le transsexualisme qui ont triplé, quadruplé leur budget. Donc, on a beaucoup plus d'études. Bon, c'est beaucoup plus difficile pour le juge aujourd'hui de déclarer un médecin fautif. Voilà. Sauf Mm. après, là, ben là, on est dans Carl Schmitt, hein, c'est-à-dire on est dans le décisionnisme, sauf si politiquement, on a un changement, et donc on a des enquêtes, et on a mais ce que fait Donald Trump en réalité aux États-Unis. Mais bon, là, on digresse peut-être un petit peu. Alors, peut-être pour achever ce déroulé en fait qui nous mène jusqu'à nos jours, jusqu'à l'étape actuelle, et évoquer l'étape donc du transgenrisme. On a déjà fait avec le queer. C'est aussi l'avènement de tout ce vocabulaire, enfin de tout ce baratin cisgenre, non binaire, etc., qui n'existait pas avant. Et à chaque fois, le problème avec tous ces mots-là, c'est qu'il faut les définir. En tout cas, il faut demander à ceux qui les emploient de les définir pour mesurer un peu la profondeur soit de la bêtise, soit de l'attaque contre la raison, contre le réel, en tout cas contre le monde commun que, que contiennent chacun de ces mots. Est-ce qu'on peut ajouter d'autres mots au catalogue des absurdités de l'idéologie transgenre ou queer? Oui, on peut en faire un inventaire à la Prévert, comme dirait l'autre. D'ailleurs, bon, je me suis un petit peu amusé en inscrire en inscrire le lexique dans le livre. Euh, mais oui, oui, typiquement, on est dans la déconstruction. On est dans la déconstruction et en fait, on voit bien que le féminisme queer est un avatar du déconstructivisme. Alors, le déconstructivisme, pour ceux qui ne le savent pas, ça vient de Derrida essentiellement. Il n'y a pas que lui, mais l'idée est de dire que la civilisation française et européenne est fondée sur une architecture de la pensée qui va chercher ses racines chez Platon, puis chez Saint-Augustin, donc c'est-à-dire les premiers pères de l'Église qui reprennent à leur compte la métaphysique grecque, hein, avec et mieux que le bas, qui a un travail d'élévation à faire. Et toute l'idée de la déconstruction, c'est en fait de casser totalement cet édifice. On peut penser également à l'arbre de Descartes, hein, tu sais, dans le... je m'appuie d'ailleurs sur les travaux de Baptiste Rapin, hein, qui pour moi est celui qui l'a vulgarisé le mieux, qui est, je crois, un disciple de Legendre, hein, au moins sur le plan spirituel, mais avec cette idée que la philosophie française, c'est un arbre qui plonge ses racines, la métaphysique, ce sont des racines, le tronc, c'est la physique, et les branches, c'est la médecine, les différentes sciences. Et donc, les déconstructivistes vont être amenés par cette critique radicale à faire l'apologie du déracinement. Donc, et de faire la promotion du nomade, puisque le nomade est celui qui ne s'enracine nulle part. Oui, le nomade, le fluide, tout ça. Exactement, voilà, on a vraiment, c'est pour ça qu'on a vraiment, voilà, c'est l'identité fluide, l'identité nomade qui ne s'enracine nulle part et qui ne prend place nulle part. Et donc on a tout ce vocabulaire, donc tu l'as très bien dit, ce contre-lexique qui vient pour casser en réalité les outils de pensée. Tu parles de destruction de la raison, référence à Lukács. On est vraiment là dans ce processus de destruction de la raison. Voilà. Et c'est pas Alors, pour rien d'ailleurs que le maître à penser de Derrida, c'est Nietzsche, et que justement Lukács attaque Nietzsche, hein, dans Destruction de la raison. Il en fait vraiment la figure centrale de ce. C'est la preuve d'ailleurs que c'est un génie, hein, parce qu'il avait déjà vu venir. Alors je sais plus de quand date le livre, je crois que s'il date de 1930 ou de 40, il avait déjà vu venir presque un siècle en avance toutes les conséquences en réalité de la philosophie nietzschéenne et de la philosophie heideggerienne. Voilà. C'est donc très très grand je ne philosophe. me prononcerai pas sur ce sujet-là, j'en ai pas la compétence. Bon, ouais. En revanche, juste au chapitre des absurdités, alors tu cites des passages totalement éloquents, et là je ne résiste pas au plaisir de le lire. C'est d'un certain Preciado, Biopolitique à l'ère du capitalisme pharmacopornographique, 2010. Alors je cite, parce que là, ce serait vraiment follement drôle si c'était pas tragique.
On ne sait pas si on est dans Alphonse Allais ou Dada. L'anus, comme centre de production de plaisir, n'a pas de genre, ni masculin ni féminin. Il produit un court-circuit dans la division sexuelle. C'est un trou noir universel dans lequel s'engouffrent les genres, les sexes, les identités, le capital. L'Occident dessine un tube pourvu de deux orifices, deux points, une bouche émettrice de signes publics et un anus impénétrable autour desquels il enroule une subjectivité masculine et hétérosexuelle qui acquiert le statut de corps social privilégié. Voilà. Bon, c'est. Et donc, j'imagine que, vu que ça se trouve à la page 248-249, ça veut dire qu'il y en a peut-être plus près de 250 de cet acabit à lire, donc sous la plume de ce Preciado. Bon, je ne sais pas si j'irai plus loin dans la découverte, et je ne sais pas si le reste est aussi drôle que ça, mais c'est remarquable. Donc, on peut rire aussi, malgré tout, en lisant. Oui, il faut, il faut. C'est bon, c'est l'usage des métaphores pour la pensée, c'est un exercice périlleux, surtout lorsqu'il prête à rire à ce point. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu aurais voulu aborder sur le vaste sujet que tu as traité de façon si complète dans le comprendre le transsexualisme, Charles? Pour ma part, non, je suis à peu près bon. On a adressé un bon portrait de toute façon, hein, c'est une belle chronologie. Mais le ton est donné, hein, voilà, tu as très bien la citation de Preciado et c'est une synthèse, comme dirait l'autre. On a vraiment à se concentrer, voilà, de déconstructivisme, libertarisme, attaque de la norme, on va dire, patriarcale hétérosexuelle. Voilà, voilà, j'aime bien cette citation pour ça. C'est vraiment une synthèse. Et ce qu'on peut signaler aussi à nos auditeurs, c'est que dans ce livre, on va trouver aussi beaucoup d'éléments sur les scandales sanitaires, sur la prise en charge de manière les différents protocoles donc qui sont offerts, qui existent pour les patients. La question de l'éducation des enfants est traitée d'un point de vue peut-être, on peut dire, institutionnaliste, justement. Oui, mais s'il nous reste encore un petit peu de temps, on peut aborder ces questions, bien sûr. Mais ce sont euh, les deux thèmes les plus importants, on va dire, et qui vraiment motivent moi mon travail. C'est à la fois l'aspect scandale sanitaire, d'une part, et d'autre part, l'éducation des enfants. Si on veut commencer par l'éducation des enfants dans un premier temps, puisque ce sont eux qui sont visés, hein, de toute évidence. euh, pour ma part, alors je ne sais pas si l'abécédaire de l'égalité, il me semble que ça s'appelait comme ça, qui avait été initié par Najat Vallaud-Belkacem en 2013-2014, avait déjà pour but de faire ça. Mais on voit bien qu'on est passé pas d'une prise en charge, mais d'une perspective de l'éducation où on pouvait avoir des filles, par exemple, qui aiment jouer avec des jeux de garçons, ou des garçons qui peuvent jouer avec des jeux de filles. Voilà, bon, ça arrive. Mais on est passé de cette idée de cas particulier à généralité. C'est-à-dire que vraiment, pour casser, on va dire, la normativité, pour casser tout repère, on a généralisé ce modèle. C'est-à-dire tous les garçons et toutes les filles, sans exception, doivent inverser les jouets et doivent euh, voilà, on passe vraiment dans un modèle du général. On généralise quelque chose qui, normalement, devrait être appliqué au cas par cas selon les enfants. Et là où ça devient très inquiétant, on passe vraiment on peut être suspicieux et on peut douter en 2014, mais c'est très clair avec le programme EVARS. Si vous prenez le temps de le lire, hein, il se trouve assez facilement sur Internet. Vous avez une ambition d'éduquer à la sexualité d'enfants dès l'âge de 3 ans. Donc là, l'âge de 3 ans, on est vraiment dans le précoce, quoi. L'étape d'après, c'est Platon, la République. On prend les enfants à leur famille directement dans les maisons. Et donc, ce programme doit durer jusqu'à la fin du lycée. Il y a l'introduction de. Et donc, si vous lisez à partir du lycée, on doit introduire aujourd'hui la notion d'éducation à l'identité de genre dès l'âge de 16 ans, donc dès la seconde, et enseigner aux adolescents que leur identité de genre ne correspond pas forcément à l'identité biologique. Donc, euh, c'est là, on est vraiment sur l'ingénierie. Et en plus, on est sur l'ingénierie qui est
Oui, le mot la déconstruction n'est même pas un mot assez fort. On est vraiment sur un cassage des structures normatives, un cassage on est vraiment sur une destruction de l'édifice, hein, avec ce Et programme pour EVAPS. conclure, peut-être, alors, est-ce qu'on peut déjà porter faire une estimation du dégât sanitaire déjà causé, enfin, sous cet angle un petit peu clinique, hein, du dégât sanitaire? Eh ben, pour aller très vite, hein, là encore, le dégât sanitaire, c'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de revues professionnelles qui dénoncent la prise en charge telle qu'elle est instituée aujourd'hui, qu'on appelle le Dutch Protocol ou transaffirmative. Ces attaques sont de plus en plus récurrentes et les institutions américaines qui émettent ces normes n'en tiennent jamais compte. Donc, il y a manifestement une idéologie qui les empêche ou qui les conduit à refuser de prendre en considération ces critiques. Et on a vu récemment, là je l'ai vu tout récemment, on a en France donc un homme qui est devenu une femme qui regrette, qui a fait connaître son regret sur Le Figaro. Et en Belgique, on a trois jeunes adolescentes, hein, qui se sont tragiquement donné la mort, hein, donc une par euthanasie et deux autres par suicide, qui étaient également des personnes dysphoriques de genre. Donc on ne les aide pas, on ne les accompagne pas, on ne fait qu'accentuer un trouble qui ne demande justement qu'une enquête approfondie pour faire la lumière sur ce point. Merci Charles, merci beaucoup pour votre venue donc, dans cette émission. Chers auditeurs, vous savez comment vous armer désormais, hein, même si vous pensez à titre personnel ou pour votre famille être bien armé contre ça, contre cette chose, il faut approfondir la question pour mieux percevoir les enjeux, connaître les personnes qui sont ciblées et mieux savoir répliquer. Hein. Pour cela, donc, le livre de Charles Martin, Comprendre le transsexualisme, aux éditions Contre-Culture, qui fait 143 pages pour 13 €. Merci à vous et à bientôt. C'est moi, Paul, merci à toi. Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi tant de haine?